Bienvenue dans Bulle de bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de bulles de bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors parfois, nous avons envie de changer et en même temps, nous sentons une force qui nous retient. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, c'est le sujet de notre épisode 282. Nous allons explorer la résistance au changement, les peurs discrètes et surtout comment avancer doucement, pas à pas. Avant de plonger dans le sujet du changement, j'ai envie de vous partager quelque chose. Changer ne se fait pas toujours dans les grandes décisions. Souvent, tout commence par un geste minuscule, un moment, rien que pour vous. On avance pas à pas. Rappelez-vous cette politique des petits pas qui m'est si chère. Et c'est ce que j'ai voulu vous offrir dans mon livre 52 idées pour prendre le temps d'être heureux. Ce sont des micro-actions, à hauteur, d'humain, à votre hauteur, qui vont vous rendre la vie plus douce et plus vivante. Alors, si vous avez envie d'essayer, le livre est disponible sur notre site 2minutesdebonheur.com, sur Amazon et dans les librairies. Alors, à vous de jouer. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me promets de me coucher plus tôt et chaque soir, je me retrouve à scroller sur mon téléphone jusqu'à minuit. Mon collègue, lui, râle à chaque nouvelle procédure au travail, alors qu'il sait que ça pourrait lui simplifier la vie. Une amie rêve de changer de métier. Or, elle repousse sans cesse le moment de mettre à jour son CV. Mon voisin veut arrêter de fumer. Je ne compte plus, c'est juste une dernière cigarette. Même à la maison, quand je propose de réorganiser le salon, tout le monde traîne des pieds. Comme si déplacer le canapé était une épreuve olympique. Et puis, il y a ces petites habitudes qu'on traîne depuis des années. Garder les mêmes routines, hésiter à tester quelque chose de nouveau, repousser le tri du placard, ou mettre à demain ce fameux jogging. Bref, que ce soit au boulot, à la maison ou dans nos projets personnels, nous procrastinons devant le changement. Souvent, sans même savoir pourquoi. Et là, ça me chicote. Pourquoi est-ce si difficile de sortir de nos habitudes? Qu'est-ce qui se joue dans nos têtes quand il s'agit de changer? Oh oui, c'est tellement difficile de changer. Et changer durablement, c'est un vaste sujet. Alors, vous avez 4 heures? Enfin, en fait, non, on va résumer ça en une vingtaine de minutes. Le changement, c'est un peu le mantra de notre époque qui va si vite. Ce qu'il y a constant dans le changement, c'est le changement. Et lorsque nous lisons les titres des magazines, notamment féminins, nous avons l'impression que le changement est à la portée de tous, que nous pouvons tous nous transformer en cette meilleure version de nous-mêmes tant idéalisée. Il ne tient qu'à nous de changer. Et en même temps, nous n'avons de cesse de nous plaindre du changement permanent qui nous entoure. Les conditions de vie, la politique, l'économie, les process dans les entreprises, les familles. Le monde est devenu volatile et nos organisations changent constamment. Je pense à une femme que j'accompagne qui me confiait blasée qu'elle traverse sa 4e vague de réorganisation dans son entreprise en 5 ans. Alors, comme elle dit, pour changer, j'aimerais bien quand même un peu de stabilité. Et j'aime beaucoup cette dernière phrase qui illustre bien le conflit intérieur dont nous allons parler aujourd'hui. Commençons par le changement individuel. En avons-nous vraiment les moyens? Probablement en partie oui, par la création de nouvelles habitudes. J'aime beaucoup les travaux de James Clear, qui est un auteur et conférencier américain mondialement connu pour ses travaux sur les habitudes et notamment pour son essai Atomic Habits, un rien peut tout changer en français. D'ailleurs, vous avez le lien sur notre site, un lien affilié à Amazon pour retrouver son livre. James Clear décrit 4 étapes du cycle de l'habitude qui permettent, par de petites améliorations quotidiennes répétées, de créer de profonds résultats qui durent dans le temps. Selon lui, une habitude se caractérise par 4 étapes. Et attention, ce sont les mêmes étapes pour les mauvaises comme pour les bonnes habitudes. Alors, première étape, le signal. C'est le déclencheur des habitudes. Ce déclencheur envoie le signal à notre cerveau de déclencher les gestes habituels. Genre, vous prenez votre brosse à dents pour vous laver les dents. Donc ça, c'est une habitude. Rappelez-vous que grâce à la neuroplasticité, notre cerveau ancre lui-même des schémas neuronaux automatiques tout au long de notre vie. Cela se révèle un processus très efficace, rappelez-vous la brosse à dents, lorsqu'il s'agit de gérer sa survie, son quotidien et de développer ses forces ou des croyances positives.
Cependant, cela peut aussi inscrire dans notre cerveau des schémas comme des croyances négatives ou des pensées négatives automatiques. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 247. C'est par ce jeu biaisé de notre cerveau que vous pouvez par exemple être enclin à ruminer ou au contraire avoir la vie du côté positif. Revenons à notre signal. Par exemple, quand j'ai un pic de stress au travail, que je me sens anxieux, que je ne sais pas par quel bout prendre ma liste de to-do, je file me donner un petit shoot de douceur avec un petit carré de chocolat ou un petit encas sucré. Alors, ça peut aller beaucoup plus loin. Je peux avoir des problèmes de couple et puis me mettre à boire un petit coup tous les soirs et puis tomber dans des addictions qui sont beaucoup plus sérieuses. Pour parler de changements positifs, par exemple, je peux lire davantage, je peux lire 10 pages tous les soirs et le signal, c'est lorsque j'éteins mon téléphone en me glissant sous mes draps et que du coup, j'arrête de scroller sur mon téléphone au lieu de lire. Deuxième étape, l'envie. L'envie, c'est le moteur du mouvement. Et j'en ai parlé dans l'épisode 84 sur le désir. Le désir, c'est l'envie. C'est ce qui nous donne l'énergie nécessaire au changement. C'est ce qui va nous mettre en mouvement. Et ce qui est intéressant avec l'envie ici, c'est de la connecter à notre identité et non à l'habitude elle-même. Par exemple, disons que je veux me remettre au sport. Je n'ai pas particulièrement envie de mettre mes chaussures de course et sortir en tout temps, suer sang et eau et à bout de souffle, enfin au moins au début. Ce dont j'ai envie, c'est peut-être d'être en meilleure santé, de me muscler, de perdre un peu de poids, d'être plus endurant ou tout simplement de me sentir mieux dans mon corps. Alors comment faire? Et ça, c'est la troisième étape. C'est l'action concrète. C'est l'acte que je vais poser pour répondre au signal. Par exemple, ouvrir mon bouquin lorsque je me couche. Ou encore, pour développer une meilleure réponse aux sensations de stress au travail, me lever et fermer les yeux pour prendre 5 secondes de respiration au lieu de me jeter sur ma plaquette de chocolat. Ou alors, programmer dans mon agenda des espaces pour faire du sport. Quatrième étape, la récompense. C'est le renforcement positif. Et ça, c'est une des étapes les plus importantes. C'est ce que nous ressentons après avoir déployé la réponse. Souvent, les bénéfices sont immédiats et il est important de capitaliser sur cette rétroaction positive pour maintenir notre envie, notre motivation à continuer. Rappelez-vous, je vous en ai parlé de l'importance de cette rétroaction positive dans le cadre de nos épisodes sur la théorie de l'autodétermination, donc notamment l'épisode 221. Pour faire naître une nouvelle habitude, il est important de reconnaître la récompense que nous en retirons, la nommer, en parler, la célébrer. Par exemple, la quiétude et le sentiment de bien-être qui ressort après une séance de course à pied ou le plaisir d'avoir voyagé au cours de ces 10 pages de lecture ou bien le sentiment d'avoir appris quelque chose et aussi d'avoir tenu mon engagement, cet engagement que je me suis donné à moi-même. Si le plaisir et la satisfaction sont temporaires, il est vraiment important d'ancrer le schéma action-récompense profondément en le reconnaissant, en le répétant, en le célébrant. C'est le fait de renforcer cette boucle signal, envie, réponse, récompense qui va permettre d'ancrer l'habitude et que nous nous forcerons de moins en moins. Je répète cette boucle. Signal, envie, réponse, récompense. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir changer durablement. Bon, ça paraît facile de changer. Et pourtant, c'est pas si simple. Selon l'OMS, dans les pays développés, environ 50% des patients atteints de maladies chroniques n'adhèrent pas forcément à leur traitement. Ils oublient, retardent ou arrêtent délibérément la prise d'un médicament pourtant essentiel pour leur survie. Plusieurs raisons sont invoquées, comme la peur des effets secondaires, le doute sur l'efficacité des traitements et aussi la peur de la stigmatisation, le manque de motivation ou la difficulté à intégrer la prise de médicaments dans la routine du quotidien. Et c'est là qu'on voit que changer ses habitudes, ce n'est pas seulement une question de volonté. Alors que nous nous promettons de faire plus de sport ou de mieux manger, nous retombons vite dans nos anciennes habitudes, mais pourquoi donc ? La résistance au changement est parfaitement normale. Notre cerveau cherche ce qui lui est familier, ce qu'il
connaît. Il n'aime pas l'inconfort de l'inconnu et va donc interpréter notre désir de changement comme quelque chose de négatif. Rappelez-vous des mécanismes primaires de notre cerveau dont je vous ai parlé dans notre bulle de bonheur 128. Notre cerveau est guidé par la recherche de plaisir. Il nous détourne naturellement de la souffrance, des émotions qui sont désagréables. Il nous aide donc à survivre et à réagir devant la peur. Or, le changement, ça fait peur. Face à la nouveauté introduite par le changement, le cerveau développe des scénarios et déclenche des mécanismes de protection qui nous empêchent de nous mettre en action. Par exemple, j'ai envie d'aller à un cours d'impro. Mon cerveau me parle de la gêne, du ridicule que je vais ressentir. En plus, je vais débuter, les participants sont plus expérimentés, ils pourraient se moquer de moi. Voilà ce qui déclenche un mécanisme de défense qui va nous pousser à refouler ce désir. Parlons de 2 chercheurs américains, Robert Keegan et Leslie Lahay, se sont intéressés précisément à ce sujet et ont développé le concept d'immunité au changement. L'immunité au changement est intime et personnelle. Elle met en lumière des conflits d'engagement ou d'identité interne à chacun d'entre nous. Je prends un exemple rapporté par Robert Keegan lui-même, alors qu'il interrogeait justement un patient qui n'arrivait pas à prendre son traitement, pourtant vital. Il le pousse à creuser les raisons pour lesquelles il ne le prend pas. Passé les raisons habituelles comme l'oubli, le chercheur pousse son sujet dans ses retranchements jusqu'à ce que celui-ci avoue à bout de nerfs qu'en fait, il a peur de se sentir comme un vieil homme malade à même pas 60 ans avec ce traitement à vie. Un autre exemple, cette fumeuse qui veut arrêter. Elle réussit à réduire considérablement sa consommation de cigarettes. Elle respire mieux, elle sent de nouveau le goût des aliments, son odorat se redéveloppe, elle retrouve son souffle. Et puis progressivement, elle reprend une petite clope par-ci par-là et se retrouve face à ses propres contradictions. Parce qu'elle croit profondément que c'est la petite clope en soirée ou après une réunion qui lui permettent de faire partie d'un petit cercle sélect, celui des cools, parce qu'elle croit que la cigarette est un vecteur de lien social, que les langues se délient dans ce petit comité et que c'est ainsi qu'elle crée des connexions plus personnelles avec les autres, parce qu'elle croit que son identité de personne, plutôt un peu cool, passe par là. Et là, nous mettons le doigt sur quelque chose d'intéressant. L'immunité au changement fait ressortir des croyances qui sont très ancrées, des conflits entre plusieurs identités en nous qui semblent inconciliables. C'est ce que Keegan et Leahy appellent les conflits d'engagement. C'est là qu'est le point pivot qui permet vraiment de progresser et éventuellement d'amorcer le changement durable. Identifier ces croyances, ces engagements identitaires qui nous empêchent d'aller au bout des engagements que nous voulons pour nous-mêmes est la fondation sur laquelle nous allons pouvoir travailler. Comment dépasser ces résistances au changement? Pour ce faire, voici un petit exercice développé par nos chercheurs. Pensez à un changement que vous souhaitez opérer. Quelque chose qui vous fait envie, qui vous motive et sur lequel, cependant, vous vous sentez coincé. Peut-être même vous en ressentez un peu de culpabilité, une certaine lourdeur quand vous y pensez. Alors, commencez par identifier les améliorations que vous voulez pour vous-même. Par exemple, en ce qui me concerne, je voudrais vraiment prioriser du temps pour moi dans mon agenda et je le fais systématiquement sauter. Je ne compte plus les séances de sport annulées, les pots avec les copines éternellement décalées, ou la liste de lectures ou de séries à voir qui ne fait que se rallonger. Deuxième étape, notez ce que vous faites et qui va à l'encontre de cet objectif. Oui, répertoriez vos mauvais comportements. Enfin, ce que vous ne devriez pas faire si vraiment vous vous consacriez pleinement à votre objectif. Dans mon cas, si je fais tout sauter, c'est parce que je pense à tous ces petits trucs du quotidien avec les enfants ou ma famille que je vais manquer si je vais au sport.
à la machine et à la maison dont je vais devoir m'occuper et que je vais être obligée de faire à toute vitesse. Et puis si je pense aux emails auxquels je ne vais pas avoir le temps de répondre aussi vite que je voudrais, alors je me mets à scroller ou je me lance dans quelque chose de long comme un grand tri à la maison ou un gros dossier au boulot. C'est comme si je me donnais le change et que je me donnais bonne conscience de ne pas avoir fait ce qui était bon pour moi. Comme si je me donnais toutes les bonnes raisons de ne pas prioriser ce fameux temps pour moi. C'est ce que Robert Kagan appelle la self-deception, le fait de se mentir à soi-même. D'ailleurs, le thème de la déception sera le thème de la semaine prochaine. Repérez ce qui vous inquiète dans le fait d'opérer ce changement. Dans mon cas, j'ai peur des reproches que je pourrais recevoir de la part de mon entourage, de ma famille, de mes collègues, de mon conjoint, de perdre aussi le contrôle sur ce que je dois avancer, sur toutes ces idées que j'ai en tête que j'aimerais tellement pouvoir réaliser, et de me sentir coupable, et de mettre à risque ma relation aussi avec mon conjoint et mes enfants si je suis moins présente. Et c'est ici que tout se joue. Derrière ces inquiétudes se cachent tous nos engagements implicites, ceux qui rentrent en conflit avec notre objectif de changement. Pour moi, c'est l'engagement d'être une mère présente, une conjointe disponible, une collègue toujours aussi là et engagée. Je tiens, oui, aussi à être une personne fiable pour mes amis, pour mes collègues ou pour n'importe qui, de tous ceux qui attendent quelque chose de moi. Et puis dans l'étape suivante, regardez cette liste en miroir avec les comportements contre-productifs que vous avez notés plus tôt. Mes comportements répondent à mes engagements en conflit avec mon désir de changer. Ici, en ce qui me concerne, je fais tout pour prioriser les autres contre moi parce que je suis persuadée que c'est ça qui fait de moi une bonne mère, une bonne épouse, une bonne collègue. Ces comportements ne sont pas mauvais en soi. Ils sont même parfaitement légitimes dans le contexte. Maintenant, je sais à quelles croyances ils répondent et à quels objectifs ils s'adressent. À ce stade, la question n'est pas de remettre en question mes croyances, c'est plutôt de m'interroger sur leur compatibilité avec mon objectif. Et dans mon cas, comment puis-je être une bonne mère, une bonne pro, une bonne épouse, tout en prenant du temps pour moi? Dans le cas de la fumeuse dont on parlait tout à l'heure, comment peut-elle créer du lien social? Comment peut-elle rester accessible en one-to-one ailleurs qu'autour d'une cigarette? Répondre à cette question, c'est là que cette personne va se donner un solide élan pour amorcer le changement. Alors, regardons encore quels sont les leviers concrets que nous pouvons avoir pour avoir et faire un changement durable. Première idée, avancer par micro-changements. Parfois, nous sommes impatients. Nous voulons arriver au résultat tout de suite. Si je reprends le jogging et si je me dis que je voudrais courir un semi-marathon dans 2 mois, au premier échec, aïe aïe aïe, mes croyances limitantes embarquent. Je me convainc que je n'en suis pas capable et je me détourne de mon objectif. Kegan et Leahy, tout comme James Clear d'ailleurs, recommandent de manger l'éléphant par petites bouchées, comme on dit au Québec. Amorcer la pompe par des micro-changements qui rendent la situation progressivement acceptable et qui permettent de faire des progrès tout petits l'un après l'autre. Si vous décidez de revoir votre alimentation, commencez par réduire les boissons sucrées au week-end seulement. Par exemple, au lieu de couper toute source de plaisir radicalement du jour au lendemain. Ce sont ces micro-ajustements qui vont ancrer de nouveaux circuits neuronaux dans votre cerveau et qui progressivement vous renverra le signal que ce changement est positif et qu'il n'est pas dangereux. Ces petits succès, marche après marche, nourriront aussi votre motivation. Et ça, je vous en parlais dans l'épisode 125. Deuxième idée. On revient à quelque chose que j'affectionne particulièrement, à accepter l'imperfection et le lâcher prise. Et oui, il va y avoir de l'aléa. La courbe de changement, elle n'est pas linéaire. Le lâcher prise, c'est loin d'être une formule magique. C'est un acte de confiance. Alors, il ne s'agit pas de tout abandonner. Il s'agit d'accepter que nous ne contrôlons pas tout, ni les autres, ni les événements, seulement
nos pensées et nos attitudes. Lâcher prise, c'est reconnaître nos limites, c'est reconnaître que le changement, c'est difficile et que c'est parfois OK d'échouer. L'important n'est pas de se résigner, c'est de garder en soi une boussole qui nous oriente vers ce qui est important. C'est un chemin vers la liberté intérieure dans lequel, en arrêtant de lutter contre ce qui nous échappe, nous ouvrons un espace au calme intérieur. Dans le cas du changement, parfois, nous pouvons nous libérer de la pression du résultat et être bienveillants envers nous-mêmes. Au lieu de m'en vouloir d'avoir regardé une série plutôt que d'avoir continué à travailler, je vais capitaliser sur la détente que ce moment m'a apporté et réaliser l'énergie positive, la relaxation intellectuelle que ça m'a apporté et comment cet état serein me permet justement de me remotiver positivement. En cessant de vouloir à tout prix tout maîtriser, nous allégeons la pression que nous nous mettons à nous-mêmes et naturellement, cela nous donne plus d'amplitude pour nous déployer. Alors je vous invite à refaire un détour évidemment vers notre bulle de bonheur 21 sur le lâcher-prise. Ensuite, appuyez-vous sur votre environnement. L'environnement joue un rôle clé dans la gestion individuelle du changement, surtout lorsqu'il s'agit de surmonter la résistance naturelle de notre cerveau à toute nouveauté. Nous avons beau nous promettre de changer, si notre environnement ne nous soutient pas, si nos efforts risquent de s'essouffler rapidement, qui va envie d'avoir mangé une pomme dans une cuisine remplie de biscuits et de confiseries? Au-delà des contingences matérielles, pensez aussi à votre écosystème humain. S'entourer de personnes bienveillantes et encourageantes peut faire toute la différence. N'hésitez pas à parler de vos engagements autour de vous. Le fait d'en parler, ça aide à les réaliser. Parce que votre environnement va célébrer vos petits succès ou un collègue va partager ses petites astuces, ça va vous aider à rester motivé. À l'inverse, un entourage sceptique, peu compréhensif, peut renforcer vos doutes et vos croyances limitantes et vous ramener vers vos anciennes routines. En fait, aménager son environnement matériel et humain, c'est se donner toutes les chances de dépasser la résistance au changement et c'est comme ça que vous allez pouvoir ancrer durablement de nouvelles habitudes. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, le changement 1 bouscule le cerveau qui déteste l'inconfort et qui aime maintenir les habitudes. 2, le changement réveille nos conflits d'engagement et nos croyances. 3, le changement nécessite de la patience et de la douceur envers vous-même. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur cette semaine vous propose d'identifier un changement que vous souhaitez pour vous-même et pour lequel vous vous sentez encore hésitant. Prenez une micro-action, préparez votre environnement, bloquez 1 heure dans votre agenda pour ça. Tenez bon quelque temps et observez comment vous vous sentez. La petite pause de la semaine, elle est servie par Barack Obama, qui résume plutôt pas mal cet épisode. Le changement n'est jamais facile, mais toujours possible. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.